Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la série USSR Review, série donc dédiée aux reviews d'objectifs soviétiques de ma collection. Aujourd'hui, on va commencer en douceur avec un modèle que vous avez certainement déjà pu croiser en brocante ou sur internet. J'ai nommé le Helios 44-2. Le Helios 44-2 a une focale assez atypique puisqu'il a une focale de 58 mm et une ouverture de f2. Il s'agit bien entendu d'un objectif à focale fixe, comme quasiment tous les objectifs de l'époque. Pour la petite histoire, j'ai acheté le mien 30 € sur le bon coin et quand je l'ai reçu, il était grippé. C'est-à-dire en fait que la bague de diaphragme que vous avez ici se déroulait vraiment très difficilement. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de le dévisser sans faire exprès du boîtier en voulant faire ma mise au point. Donc dès que je l'ai reçu, j'ai tout de suite commandé un petit pot de graisse sur eBay pour pouvoir l'ouvrir et le relubrifier. Est-ce que c'était par souci d'authenticité ou juste par goût du fun, je ne sais pas. En tout cas, la graisse que j'ai utilisée, je me la suis procurée sur eBay auprès directement d'un revendeur, auprès duquel d'ailleurs j'ai acheté d'autres objectifs par la suite, et elle était directement en provenance de Kiev. Si on devait trouver un équivalent à ce Helios 44-2 aujourd'hui, ce serait le 50 mm f1.8 de chez Canon, donc qui coûte 100 €. Une des nombreuses particularités de cet objectif, c'est que son diaphragme est décliqué, c'est-à-dire que vous pouvez aller de f2 jusqu'à f22 sans rencontrer aucun cran de diaphragme. L'avantage de ça, c'est notamment que ça vous permet d'aller entre deux valeurs de diaphragme pour ajuster au mieux votre lumière. Et ça, c'est vraiment pratique. Une autre particularité de cet objectif qu'on retrouve également sur d'autres de l'époque, c'est une bague de présélection. À savoir que vous avez donc une petite bague qui vous permet de régler une ouverture choisie et en fait cette ouverture va venir buter votre course de diaphragme. L'avantage de ça, c'est que ça permettait du temps de l'argentique de réouvrir à pleine ouverture pour faire la mise au point et obtenir assez de lumière, et quand on refermait jusqu'à la butée, on savait exactement sur quelle valeur de diaphragme on se trouvait. C'est quelque chose qui est un petit peu désuet du temps du numérique, mais bon, on va dire que dans le feu de l'action, personnellement je la laisse toujours coincée sur f4 puisque j'essaye au maximum de rester au-dessus de cette valeur. Ça me permet comme ça d'avoir une faible profondeur de champ et le joli bokeh qu'on peut rechercher avec cet objectif. Transition toute trouvée pour parler du bokeh tournant. Le Helios 44 est hyper réputé pour faire un bokeh tournant. C'est en fait cette espèce d'effet de tourbillon que vous voyez dans l'arrière-plan, dans le bokeh du coup, c'est exactement l'effet que recherchent certains photographes et il n'y a que de vieilles objectifs comme ça qui peuvent le produire. Je vous redirige vers la très bonne vidéo de Arnaud Thierry à ce sujet où il explique d'ailleurs qu'il y a quelques moyens dérivés pour réussir à simuler un bokeh tournant avec un objectif moderne. Néanmoins, à titre purement personnel, je vous encourage plutôt à investir quelques euros dans un objectif soviétique. Vous allez certainement apprendre beaucoup plus qu'en traficotant un objectif moderne. Avant de passer au test de mire, une dernière chose à savoir sur cet objectif et sur les objectifs soviétiques en général, c'est que malgré tous les efforts mis en place par les constructeurs, à l'époque, il pouvait y avoir quelques différences d'une copie à l'autre de cette optique. C'est-à-dire qu'avec le même objectif, mais sorti à différentes époques ou de différentes usines, vous pouviez avoir des petites différences. En l'occurrence, ma version est légèrement teintée verte. Alors, est-ce que c'est dû à un traitement du verre ou tout simplement au vieillissement de l'optique? Je ne le sais pas, mais c'est un détail important à repérer puisque ça explose totalement la balance des blancs de votre boîtier. Donc on passe maintenant au test de mire pour voir un petit peu la qualité de cet objectif à ses différentes ouvertures. On commence donc ce test de mire à pleine ouverture à f2. Et comme vous pouvez voir, au centre de l'image, la netteté est plutôt correcte, bien qu'elle ne soit pas exceptionnelle. Si on s'intéresse au bord de l'image, on remarque tout de suite une énorme perte de piqué. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, ça peut être très pratique en format paysage pour réussir à isoler son sujet au centre de l'image. Cependant, si vous essayez de placer votre sujet au tiers de l'image, vous risquez de perdre énormément en qualité, surtout au niveau des visages. On notera également la présence très marquée d'aberrations chromatiques. Si on ferme d'un cran à f2.8, on peut remarquer tout de suite une amélioration notable sur les coins de l'image. Le centre, quant à lui, est toujours aussi net. On commencera à obtenir un résultat vraiment très satisfaisant dès f4, où l'image est quasiment nette au centre et sur les côtés de manière uniforme. À partir de f5.6, on obtient une netteté uniforme que ce soit au milieu ou sur les bords de l'image. La qualité au centre et au bord de l'image reste ensuite constante jusqu'à f16, là où elle va logiquement se dégrader suite au phénomène de diffraction. Donc voilà, j'espère que ce premier test vous aura plu, qui vous aura donné envie de vous procurer un Helios 44. Si c'est le cas, foncez sur le Bon Coin ou à la brocante la plus proche de chez vous dimanche prochain, puisque c'est un objectif qu'on trouve très facilement.
Il existe en plein de versions, moi en l'occurrence c'est la version 2, donc le Helios 44-2, mais il existe aussi en version Helios 44M, 44M2, 44M7, énormément de versions. Toutes ces versions sont répertoriées sur le site Pentax Forum, mais si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'anglais, je vous redirige dans la description sur le blog de Pierre, qui est donc un passionné d'optique soviétique et qui vraiment a fait un site entier dédié à ça. Il est extrêmement compétent dans son domaine, il faut le reconnaître, hein. Il a énormément de connaissances et il aime les transmettre à travers son blog. C'est vraiment un vrai plaisir de regarder à chaque fois et d'apprendre des choses sur des objectifs sortis de nulle part et que j'aurai certainement peut-être même jamais la chance de mettre la main dessus. En tout cas, c'est un travail très enrichissant, je vous encourage vraiment à aller faire un tour dessus, le lien est dans la description. Je vous dis donc à bientôt pour le numéro 2 de cette série USSR Review, où la prochaine fois donc nous allons étudier un monstre, puisqu'il s'agit du Tahir 3S 300 mm f4.5. Si vous avez envie de voir ce monstre en action, je vous encourage à vous abonner tout de suite et à regarder donc le nouvel épisode de cette série USSR Review.